Bonjour! Cette semaine, je vous propose de continuer notre exploration des travaux de l'auteure noire américaine Bell Hooks avec un résumé du chapitre Racisme et féminisme, la question de la responsabilité, qui fait partie du livre qu'elle a intitulé Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme. Nous reviendrons sur ce livre plus tard et j'aurai l'occasion de vous le présenter dans son ensemble. Pour l'heure, ce qu'il y a à savoir, c'est que cette traduction française a été publiée chez les éditions Cambourakis en 2015, mais la version originale date de 1982. C'est donc un vieux texte, mais il reste à ce jour un texte fondamental de la pensée féministe états-unienne. Dans ce chapitre, Bell Hooks déconstruit l'idée qu'une sororité ou solidarité politique entre les femmes et féministes états-uniennes a toujours existé en analysant le racisme dont faisaient preuve les femmes et féministes blanches états-uniennes au XIXe et XXe siècle, ainsi que les raisons historiques pour ce racisme. À ce stade, il me paraît important de noter qu'en France, ainsi qu'au pays, il arrive qu'on s'imagine que le racisme est une invention états-unienne, ou en tout cas qui trouve ses formes les plus violentes aux États-Unis. Souvent, cette logique est utilisée pour évacuer l'existence de racisme en France et dans les colonies françaises. Je rappelle qu'au XIXe et XXe siècle, la période sur laquelle nous nous penchons dans cette chronique de Bell Hooks, en Kanaki Nouvelle-Calédonie, la France avait établi le Code de l'indigénat qui ne prit fin qu'en 1946. Il convient donc de comprendre le racisme et la suprématie blanche aux États-Unis comme faisant partie d'une cartographie des racismes dans le monde, plutôt que comme un point de départ du racisme. De même, bien qu'il y ait de vastes différences historiques, politiques et sociales, il existe tout de même des similitudes entre le récit de Bell Hooks sur le racisme des femmes blanches envers les femmes noires aux États-Unis et le contexte pays, et ce notamment dans la critique qu'elle fait de l'éducation. En effet, Bell Hooks part du constat que, et je la cite, la compréhension qu'ont les femmes états-uniennes du racisme comme outil politique du colonialisme et de l'impérialisme est très limitée. Fin de citation. Elle observe que les femmes états-uniennes, toutes races confondues, ne pensent le racisme que comme un phénomène de haine raciale plutôt que comme idéologie politique. Cependant, elle note que cette ignorance n'est pas inhérente aux femmes, mais reflète plutôt le degré d'oppression des femmes. Elle mentionne notamment l'éducation scolaire qui nourrit cette ignorance. Elle écrit « Aucun livre d'histoire utilisé dans les écoles publiques ne nous a jamais informés de l'impérialisme racial. À la place, on nous servait des conceptions romantiques du Nouveau Monde et du rêve américain, les États-Unis comme le grand melting pot où toutes les races ne font plus qu'une. » Fin de citation. Pour Bell Hooks, les femmes états-uniennes ont été éduquées, endoctrinées même, à accepter une version de l'histoire états-unienne qui a été créée dans le but de maintenir l'impérialisme racial sous la forme de la suprématie blanche et l'impérialisme sexuel sous la forme du patriarcat. Elle critique le fait que l'école enseignait à des enfants noirs à adhérer, à encourager et à admirer un système qui les opprimait. Selon Bell Hooks, en enseignant une histoire romantique des États-Unis plutôt que son histoire coloniale et raciste, l'école plante dans l'esprit des enfants la graine de l'impérialisme racial qui les garde pour toujours en état de servitude. À partir de ce constat-là, Bell Hooks démontre que le mouvement féministe composé en majorité de femmes blanches de classe moyenne et supérieure ayant fait des études à l'université, bien qu'elles exigeaient une transformation de la société et une révolution sociale, n'avaient pas remis en question l'endoctrinement raciste et sexiste, qui leur avait appris à considérer les femmes qui ne leur ressemblaient pas comme des autres. Les autres avec un A majuscule. Ainsi, même si elle parlait de sororité, celle-ci n'existait pas. Bell Hooks écrit « Si seulement les femmes blanches à l'origine du mouvement féministe contemporain avaient été ne serait-ce qu'un tout petit peu conscientes des politiques raciales au cœur de l'histoire des États-Unis, elles auraient su que pour dépasser les frontières qui séparent les femmes les unes des autres, il fallait se confronter à la réalité du racisme. Pas seulement au racisme vu comme un mal général de la société, mais à la haine raciale qu'elles-mêmes pouvaient abriter secrètement dans leurs propres esprits. Malgré la prépondérance du régime patriarcal dans la société états-unienne, le point de départ de la colonisation de l'Amérique est l'impérialisme racial, pas l'impérialisme sexuel. Aucun lien patriarcal d'aucune sorte entre les colons blancs et les hommes natifs américains n'a pu éclipser l'impérialisme blanc. Le racisme l'a emporté sur les alliances de sexe, aussi bien dans les interactions du monde blanc avec les natifs américains et natives américaines qu'avec les Africains-américains et Africaines-américaines. De même que le racisme a éclipsé tous les liens possibles sur la base du sexe entre les femmes noires et les femmes blanches. Fin de citation.
Donc, de fait, aux États-Unis, on peut constater que le statut social des femmes noires et des femmes blanches n'a jamais été le même. C'est-à-dire qu'au 19e et 20e siècle, il y avait peu de similitudes dans leurs expériences de vie. Bell Hooks explique que bien que ces deux groupes aient été victimes du sexisme, les femmes noires étaient, en tant que victimes du racisme, sujettes à des oppressions qu'aucune femme blanche n'était forcée de subir. En réalité, l'impérialisme racial blanc garantissait à toutes les femmes blanches, toutes victimes qu'elles étaient de l'oppression sexiste, le droit d'endosser le rôle de l'oppresseur dans leurs relations avec les femmes et les hommes noirs. Fin de citation. Bell Hooks montre comme les féministes blanches refusaient d'être tenues pour responsables de l'oppression raciste en accusant les hommes blancs comme seuls bénéficiaires et reproducteurs du système. Cependant, elle refuse cette explication en démontrant comme les suffragettes blanches, par exemple, n'étaient pas d'accord avec le fait que les hommes noirs aient le droit de vote avant elles. D'ailleurs, elle dit que les sentiments anti-noirs parmi les membres d'associations de femmes blanches étaient beaucoup plus forts que parmi les membres d'associations d'hommes blancs. Et cela pouvait notamment s'expliquer par le fait que le statut social des femmes blanches était dépendant du maintien de l'apartheid racial. Les mêmes constatations peuvent être faites dans le domaine du travail, où les femmes blanches ne voulaient pas travailler avec des femmes noires, et les femmes noires étaient moins payées que les femmes blanches pour des tâches plus pénibles. Les femmes bourgeoises blanches capitalistes voyaient le travail comme libérateur, mais cette vision n'a pas de sens pour les femmes qui sont exploitées au travail. C'est ce racisme et ce classisme qui a conduit la majorité des femmes noires à être suspicieuses du mouvement féministe. En effet, même si, et ici je cite, le féminisme en tant qu'idéologie politique prônant l'égalité sociale pour toutes les femmes était et est toujours accepté par de nombreuses femmes noires, ces dernières lui ont tourné le dos lorsqu'il est devenu évident que les femmes blanches éduquées de classe moyenne et supérieure étaient déterminées à façonner le mouvement afin qu'il serve leurs propres intérêts. Fin de citation. Donc pour finir cette chronique, je voudrais lire les derniers paragraphes du chapitre qui me semblent assez forts. Je cite: La résolution du conflit entre les femmes blanches et noires ne pourra commencer tant que les femmes n'auront pas reconnu qu'un mouvement féministe qui est également raciste et classiste n'est rien d'autre qu'une imposture, qui masque l'asservissement ininterrompu des femmes aux principes patriarco-matérialistes et l'acceptation passive du statu quo. La sororité dont nous avons besoin pour la révolution féministe ne pourra être atteinte que lorsque toutes les femmes en auront fini avec l'hostilité, la jalousie et la compétition les unes avec les autres, qui nous ont maintenus vulnérables, faibles et incapables d'imaginer de nouvelles réalités. Cette sororité ne peut être forgée par de simples paroles. Elle sera le résultat d'une croissance et de changements continus. C'est un but à atteindre, un processus de devenir. Ce processus commence par l'action, par le refus de chaque femme d'accepter les mythes, les stéréotypes et les fausses théories qui nient ce qui nous unit, notre expérience humaine commune, qui nient notre capacité à faire l'expérience de l'unité de toute vie, qui nient notre capacité à combler les fossés créés par le racisme, le sexisme ou le classisme, qui nient notre capacité à changer. Ce processus commence par la reconnaissance que les femmes états-uniennes, sans exception, sont conditionnées à être racistes, classistes et sexistes à différents degrés, en nous autoproclamer féministes ne nous exempte pas du travail qui consiste à se débarrasser de cet héritage de socialisation négative. Si les femmes veulent une révolution féministe, et notre monde est un monde qui a désespérément besoin de cette révolution féministe, alors nous devons prendre la responsabilité d'unir les femmes sur la base d'une solidarité politique. Cela signifie que nous devons prendre notre responsabilité dans l'élimination de toutes les forces qui séparent les femmes. Le racisme est une de ces forces. Les femmes, toutes les femmes, sont responsables du racisme qui nous divise constamment. Notre volonté de prendre notre part à la lutte contre le racisme ne doit pas trouver sa source dans des sentiments de culpabilité, de responsabilité morale, de victimisation ou de rage. Elle doit naître d'un désir sincère de sororité et d'une prise de conscience personnelle et intellectuelle que le racisme entre les femmes affaiblit le potentiel radical du féminisme. Elle doit émerger de notre compréhension que le racisme est un obstacle sur notre route qui doit être éliminé. Et les obstacles se multiplient si l'on ne fait que s'engager dans des débats infinis pour savoir qui l'a posé là. Fin de citation. Merci de votre écoute.